Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après la fermeture de sa frontière avec le Niger pendant 7 longs mois, le Bénin de Patrice Talon innove cette fois-ci avec la menace de blocage du pipeline reliant le Niger et le Bénin. Un pipeline pour le transit du pétrole brut et dont le processus a été laborieusement préparé depuis quelques années entre le Niger, le Bénin et les Chinois qui exploitent le pétrole au Niger. Un processus bien ficelé entre les trois parties liées par des conventions de partenariat. Mais un partenariat qui vient de remettre en cause contre toute attente et de manière illégale le président béninois à travers une interview accordée à un média béninois le 6 mai dernier. Dans cette interview, M. Talon n'a que relevé des contre-vérités non seulement sur le transit du brut entre le Niger et le Bénin, mais également sur la non-réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, qui est une question de sécurité intérieure, sans compter cette prétendue fraude des céréales au niveau de la frontière qui est entretenue par les populations des deux pays, mais qui, à la vérité, découle du fait que les populations béninoises n'en peuvent plus supporter les conséquences de l'embargo imposé par le Bénin à l'issue des sanctions injustes et inhumaines de la CEDEAO, d'où cette spéculation sur cette frontière. Blocage du pipeline reliant le Niger et le Bénin par les autorités béninoises que cache l'attitude du président Talon, c'est le thème du grand débat de ce soir où nous avons convié sur ce plateau des spécialistes en charge de la question du pétrole et un universitaire qui vont nous livrer leurs sentiments sur ce nouveau bras de fer entre le Niger et le Bénin s'agissant de cette menace proférée par le président béninois de ne plus laisser passer le pétrole brut en direction de la mer où des tankers chinois attendent le chargement. Comme invité ce soir, nous avons Amadou Hassan, PhD, directeur général des hydrocarbures au ministère du pétrole. Monsieur Adamou Amadou, directeur de la législation au ministère du pétrole. Monsieur Mohamed Lawan Gaya, conseiller du président du CNSP chargé des questions pétrolières, et professeur Boubacar Diallo, coordonnateur du laboratoire sahélien d'études et de recherche sur les conflits, la paix et la sécurité, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université Abdou Moumouni. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de la question du pipeline Niger-Bénin qui défraie la chronique avec cette menace du président Patrice Talon qui annonce la suspension du transit du brut en direction du port de Cotonou. Faut-il prendre cette menace du président béninois au sérieux? Que dit la convention entre le Niger, le Bénin et le gouvernement chinois sur le transit du pétrole brut? À quoi doit-on s'attendre si cette menace du président Talon est mise à exécution? Ce sont autant de questions qui sont là et dont nous tenterons au cours de ce débat avec ces spécialistes d'apporter des éléments de réponse. Et pour entamer ce débat, cette première question, peut-on rappeler le processus de la construction du pipeline Niger-Bénin? Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Bon, alors, le processus de construction du pipeline Niger-Bénin, le PNB, il faut le mettre dans un contexte historique des recherches pétrolières du Niger. D'accord. Donc sans aller très loin, et très brièvement, je dois dire que l'aventure pétrolière nigérienne a démarré dans les années 50. Et plus précisément, donc la prospection géologique donc, a commencé dans le bassin de Diado de 1957 à 1958 et dans le bassin des Ulimenden, donc à l'ouest, en 1958-59. Mais le bassin qui attire le plus notre attention, donc qui fait l'objet donc de débats et des recherches pétrolières nigériennes actuellement, c'est le bassin qu'on appelle le bassin oriental, donc Niger, dans lequel se trouve le bloc Agadem. Donc le bloc Agadem, donc ce bassin-là, donc les recherches avaient initialement commencé dans les années 70 à 80, mais véritablement vers les années 2008. C'est en ce moment-là, à la faveur de la crise de subprime. Mais il faut dire qu'auparavant, ce bloc appartenait à une société malaisienne qu'on appelle Petronas, qui avait quand même fait des découvertes assez substantielles de l'ordre de 362,5 millions de barils de pétrole et presque 20 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, en ce moment-là, donc avant les années 2006, c'était vers 2006, donc le prix du baril du pétrole n'était pas assez important. Donc, ce qui fait que à ce prix, à ce cours mondial donc, de pétrole,
et on ne pouvait pas justifier une exploitation commerciale donc, de ce bloc. Et il s'est trouvé que aussi ce bloc arrivait contractuellement à terme. Donc ce qui fait que la société Petronas a été obligée d'abandonner ce bloc qui était sous licence contrat de concession. C'était le contrat de concession qui était en vigueur. Donc automatiquement, donc, les réserves prouvées qui étaient donc de ce bloc-là étaient retombées dans le domaine public de l'État. Et en 2008, à la faveur de la crise de subprime aux États-Unis, qui a vu la flambée des prix de tous les produits, y compris donc le pétrole, et c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité où le prix du baril de pétrole a coté 147,48 $ en juillet 2008. D'accord. Donc, en ce moment-là, les sociétés pétrolières qui étaient au courant donc, de ces réserves, de ces énormes réserves qui étaient donc dans le sous-sol du Niger, ont donc exprimé leur souhait de venir donc, exploiter donc, ce bloc-là. On a eu donc, un appel d'offres et donc c'est la CNPC, NP, voilà. Donc, qui a pu remporter donc, ce bloc-là. Donc, elle a commencé à mettre en exploitation ce bloc-là en novembre donc, 2011. Donc, et alors, à ce moment-là, donc, avec les recherches qu'ils ont eu à faire, donc on est arrivé à presque 1 demi-milliard de réserves prouvées. Donc, il a été alors créé donc, un projet qu'on appelle projet intégré Agadem, qui alors, à ce temps-là, donc, avait comporté 2 phases. Donc, une première phase qu'on appelle donc le projet Agadem intégré 1, ou bien AEE, autorisation exclusive d'exploitation. C'est-à-dire qu'on parle d'autorisation exclusive d'exploitation quand, après donc des recherches, et que vous arrivez à faire des découvertes qui peuvent justifier une exploitation, donc cette société-là, qui a fait donc cette exploration-là, signe avec le gouvernement donc, une autorisation exclusive d'exploitation. Donc le gouvernement lui autorise à exploiter donc, ces gisements. Donc ça a été donc, cette première phase d'exploitation donc du gisement d'Agadem, une partie, donc qui était constituée de 3 champs. Donc c'était des champs d'Agadi, de Goméry et de Sokor. La construction d'un pipeline de 462,5 km qui relie le champ d'Agadem à Zender, et la construction donc d'une raffinerie de pétrole de 20 000 barils par jour. Donc je continue. Donc ça c'est donc la première phase du projet intégré. Maintenant les recherches ont poursuivi, mais il faut préciser aussi que par après, donc il y a eu une réévaluation et à la place donc des 3 donc, gisements, donc il a été donc octroyé 4 autres, donc Karam, Gani, Faringa et Joro, et qui constituent donc l'ensemble donc de la phase 1. Donc la phase 2 donc, du programme intégré, parce que c'est intégré, donc phase 1 et phase 2. Donc la phase 2 du projet intégré Agadem, maintenant elle concerne justement un certain nombre de gisements et le pipeline exportation qui a une distance donc de 1950 km entre Agadem et donc le port de Sémé. En ce moment-là, au Bénin. Donc à ce moment-là, nous avons eu 3 options. Donc la première option, c'était donc construire un pipeline pour l'exportation vers le Tchad, donc le port de Kribi au Cameroun. La deuxième option, donc elle a fait l'objet d'un mémorandum d'entente entre le Niger et le Nigeria qui a été signé en juillet donc, 2018 à Abuja au Nigeria, qui constituait donc la construction d'un pipeline qui va venir jusqu'à donc, la région de Zender Maradi. Et maintenant, l'option c'était de faire donc, un pipeline qui va vers la ville de Machi, de l'état de Katsina au Nigeria. Et la troisième option, c'était celle du Bénin. Et je dois dire que des 3 options, chacun des 3 gouvernements a beaucoup œuvré, négocié pour pouvoir donc avoir ce pipeline-là. Et après étude, nous avons vu que l'option la plus rentable pour nous, donc la plus favorable, c'était l'option du Bénin. Qui nous cause aujourd'hui des problèmes. Bon, ça, il fallait s'y attendre. Bien sûr, voilà. Monsieur Amadou, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport déjà à ce que le monsieur vient de dire pour rappeler un peu le processus de construction de ce pipeline Niger-Bénin qui nous cause des problèmes aujourd'hui, il faut le dire. Voilà. Merci, monsieur Tchamogo. Alors, pour parler de ce projet de pipeline export Niger-Bénin, il faut d'abord remonter un peu plus loin vers 2007.
Parce que dans le cadre de la mise en... Pour compléter effectivement ce que venait de dire monsieur le conseiller spécial, le président du CNSP, il faut remonter depuis 2007. Parce que pour préparer, les autorités de l'époque avaient décidé de mettre en valeur les ressources pétrolières connues du Niger. C'est pour cela, comme il l'a rappelé, après l'expiration du permis de recherche Agadem qui était détenu par Petronas, les autorités de l'époque ne se sont pas tout de suite précipitées pour octroyer le permis à d'autres investisseurs parce qu'il y en avait beaucoup. Ils avaient pris le soin d'abord de faire un toilettage des textes qui régissaient à l'époque le secteur. C'est ainsi que successivement, en 2006, on a adopté une nouvelle loi, mais cette loi n'a pas fait long fait parce qu'elle n'a pas eu de décret d'application, suite à un certain nombre d'insuffisances qui ont été connues dans cette loi. C'est à la suite d'un certain nombre de processus qu'en 2007, la loi 2007, le Code pétrolier 2007 a été adopté en janvier 2007. Donc qui, après, son décret d'application aussi a été adopté au cours de la même année. Donc déjà dans cette loi-là, cette loi proposait le principe de contrat de partage de production pour la première fois dans une loi pétrolière au Niger. C'est sur cette base-là que les autorités ont engagé le processus à l'époque sous la direction éclairée de feu le président de la République, son Excellence Tandja Mamadou, que son âme repose en paix. Et ils ont lancé ce processus qui a abouti à l'époque à l'octroi effectivement de l'autorisation exclusive de recherche à la société CNODC, qui est China National Oil and Gas Development Corporation, qui a après transféré ses droits à CNPC. Donc voilà, si vous voulez, donc l'historique. Maintenant, chemin faisant, l'objectif à l'époque, c'est comme l'a dit le conseiller, c'est de faire un projet intégré, un projet global. D'abord, la condition était que l'exploitation sur ce bloc doit commencer dans les 3 années qui vont suivre l'octroi de l'AER. Deuxième condition, il va aller construire une raffinerie dans les 3 ans qui va servir pour alimenter les besoins, répondre aux besoins locaux. Maintenant, en même temps, il y avait des conditions pour envisager la façon de produire et exporter le pétrole. Ça, c'est depuis à l'origine. Avant même l'octroi, tout cela était... Donc, le pipeline, même à l'époque, faisait partie d'un ensemble. Mais n'était pas trop mûr parce qu'on attendait d'abord de démarrer la première phase qui consistait à alimenter le marché national, donc construire, exploiter pour alimenter la raffinerie. Maintenant, produire des produits raffinés pour le marché local. Maintenant, après, ça suivra donc la phase d'exploitation. Maintenant, pour cette phase d'exploitation, à l'époque, il a été envisagé, pour compléter ce que venait de dire mon prédécesseur, plusieurs options. En plus de ce qu'il venait de citer, il y avait aussi l'option Algérie, parce qu'on avait à l'époque imaginé tout le processus, tout le chemin par lequel le pétrole nigérien pouvait arriver à la mer. D'accord. C'était ça l'idée. Maintenant, pour cela, il fallait regarder de tous les côtés comment est-ce qu'on peut faire sortir ce pétrole. Donc, on avait regardé le côté Tchad, Cameroun, Kribi, parce qu'il y avait déjà une tronçon qui a été construite sur ce pipe-là. Il y avait l'option Bénin, évidemment. Il y avait l'option nigérienne, qui vient de dire. Il y avait l'option Algérie. Maintenant, encore, au Nigeria même, il y avait 2 options. Il y avait une option qui consistait à construire un pipe pour amener au littoral de l'océan Atlantique, mais aussi il y avait une autre option qui consistait à amener le pétrole brut à la raffinerie de Kaduna. D'accord. Donc voilà un peu, si vous voulez, l'historique en fait de ce pipeline. Mais chez même Féjan, on a fait des études, on a fait des analyses. À un moment donné, l'option Tchad était plus en vue. Parce qu'il y a eu même des protocoles d'accord dans ce sens-là et beaucoup de textes ont été adoptés après quelques temps encore. Donc, on est revenu encore sur l'option Bénin avec la situation qu'on est en train de vivre présentement. Voilà, si vous voulez, de manière historique. Maintenant, on continue par rapport à... Non, vous avez expliqué, non? Oui. Ok, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, cette option du Bénin, je vous pose la question à vous, est-ce qu'avec cette option du Bénin aujourd'hui est un mauvais choix ou pas? Alors, sur le plan technique et stratégique, on peut estimer que c'est une bonne option. C'est une bonne option, malgré tout. Sur le plan technique, je dis technique, sur le plan technique,
stratégique, c'est une bonne option. Mais quand on regarde sur le plan politique, là, on en est là. Parce que, et pourquoi je dis sur le plan technique, c'est une bonne option? Oui, parce que vous voyez, quand vous prenez le pétrole d'Agadem, si on passait par le pipeline, donc on va traverser 1250 km du territoire national. Et une bonne partie de ces pipelines traverse tous les bassins sédimentaires de la zone du Niger. Et traverse un certain nombre de blocs. Donc ça veut dire que l'avantage dans ce sens-là, c'est que ce même faisant, si à l'avenir on arrive à découvrir de nouveaux gisements, donc il serait facile de faire un raccordement à travers ce pipeline pour l'amener où on veut. Maintenant encore, l'autre option, c'est quoi? C'est qu'en dehors même de le faire sortir du territoire national, l'option, c'est qu'on a ramené, c'est comme si, avec le pipeline-là, c'est comme si on a ramené Agadem, par exemple, à la porte de Niamey. Parce que le pipeline vient jusqu'à Dosso, pour bifurquer aller à Gaïa. Donc ça veut dire que ce qui sort d'Agadem peut être récupéré, par exemple à Gaïa, à Dosso, à Maradi, à Zender, ainsi de suite. Donc voilà de manière vraiment technique et stratégique l'avantage en fait pour ce pipeline. Très bien. Merci Amadou. Merci. Oui, Adamou, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Oui, bonsoir monsieur Abdoulaye. Par rapport à ce que le DGH a dit, moi j'aimerais intervenir par rapport justement au projet de construction et d'exploitation de ce pipeline qui, à l'origine, a fait l'objet de 10 accords. 10 accords. 10 accords. Il y a des accords entre, d'une part, l'État du Niger et l'État du Bénin. Il y a également des accords signés, d'autre part, entre l'État du Bénin et le transporteur WOPCO Bénin. Donc, au niveau de ces 10 accords, les plus importants, quand même, les plus significatifs, il y en a deux. L'accord bilatéral conclu entre l'État du Niger et l'État du Bénin dans le cadre des facilités d'exportation. Et le deuxième accord, c'est l'accord qui est signé entre l'État du Bénin et WOPCO Bénin, qu'on appelle l'accord de gouvernement hôte. Donc, d'abord par rapport à l'accord bilatéral signé entre l'État du Niger et l'État du Bénin. Dans cet accord, déjà, l'État du Bénin reconnaît à l'État du Niger le droit de transit. Il reconnaît à l'État du Niger le droit de transit et prend l'engagement dans ce même accord de faciliter l'exportation du pétrole brut nigérien. Donc, tous les engagements pris par l'État du Bénin à travers le protocole ou l'accord bilatéral signé entre l'État du Bénin et l'État du Niger, les deux parties ont convenu de produire les effets de cet accord au niveau du transporteur WOPCO Bénin et éventuellement du transporteur WOPCO Niger. Donc au niveau du WOPCO Niger, la convention, ce n'est pas un accord de gouvernement qui a été signé, c'est plutôt une convention de transport des hydrocarbures par canalisation qui a été signée entre le Niger et le transporteur Niger, qu'on appelle WOPCO Niger. Mais parallèlement, avec le Bénin, le partenaire chinois a signé également une convention, un accord qu'on appelle accord de gouvernement hôte, qui également définissait les conditions dans lesquelles devait se faire l'exploitation et le transport du pétrole nigérien qui doit aller jusqu'au port de Sémé. Donc le mois venu, on peut rentrer dans... Bien sûr, vous avez anticipé, puisque la question était là, mais vous avez anticipé. Allez-y. D'accord, c'est bon? Oui. D'accord. Professeur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter, même si vous n'êtes pas spécialiste du pétrole? Oui, bonsoir, cher Abdoulaye Tiamogo. Je profite pour vous féliciter. Merci. Et féliciter aussi la télévision nationale pour ce débat qui éclaire l'opinion publique nationale et régionale internationale. C'est vrai, je ne suis pas spécialiste du pétrole, mais je lis beaucoup sur le pétrole. Et je travaille sur des questions qui obligent à parler du pétrole. Vous savez, dès qu'on parle du pétrole, on parle du dollar. Et quand on dit pétrodollar, on est de plein pied dans les conflits entre les nations, dans les conflits au niveau international. Donc, au départ, lorsque j'ai aussi regardé un peu ces trois options, par l'Algérie, il y avait aussi une possibilité, par la Libye même, on a oublié la Libye, par le Nigeria, par le Tchad. Mais c'est vrai, tout à l'heure, le directeur des infrastructures vient d'expliquer, le choix du Bénin n'est pas gratuit. C'est à peu près cette possibilité que nous avons de faire traverser notre propre pays sur de longues distances, le pipeline. Là, c'est le lecteur, quand même, c'est significatif.
Alors que d'Agadem à N'Djamena, il y a moins de kilomètres de parties qui traversent le pipeline. Donc de ce point de vue, c'est important. Et là où encore c'est plus important, c'est que quand même le Niger a une tradition de coopération, d'échange, d'amitié, de fraternité avec le Bénin. Avec toujours des hauts et des bas, mais la particularité, c'est que nous avons su, les deux pays ont toujours su gérer le problème. Les premières difficultés entre le Niger et le Bénin datent de 1963, lorsqu'il y a eu le coup d'État du colonel Soglo qui a renversé Hubert Maga, ami de Diori Hamani. Or, vous savez, à l'époque, circulait aussi dans la région le Sawaba, qui cherchait des pays qui ont la même obédience politique. Et donc, ce conflit a accentué la tension entre les deux pays. Et en dépit de tout, à la fin de l'année 1964, les deux pays sont revenus à des meilleurs sentiments. Et donc, mon intérêt, c'est de voir comment chaque fois qu'il y a ces soubresauts, il y a une capacité diplomatique à gérer le problème. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les peuples béninois et les peuples nigériens ont une grande fraternité entre eux. Maintenant que dans des circonstances particulières, il y ait ces crises, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est d'être à mesure d'atténuer la crise, de trouver des réponses à la crise. Et c'est sur ça on peut revenir en voyant comment chaque fois lorsqu'il y a des crises entre les deux pays, les démarches particulières ont permis d'aboutir à une entente. Donc c'est pour dire que quand bien même cette situation inquiète, je pense que les deux pays ont les ressources diplomatiques pour régler ce différend. Parce que chacun a intérêt dans ce pipeline. Le Bénin va engranger autour de 300 milliards, je pense, par an. Le directeur pouvait confirmer, autour de 300 milliards. Aucun pays de la sous-région va cracher sur 300 milliards. Bien sûr. Donc, il faut considérer que Talon a eu une mauvaise inspiration sur des questions sur lesquelles je pense qu'il a été mal conseillé, parce que la fermeture de la frontière, elle ne peut pas se régler par le blocage du pétrole nigérien. Donc, on peut revenir sur toutes ces questions. Oui, professeur, avant peut-être de poursuivre, je vais vous poser une question parce que vous venez de l'évoquer, il y a eu déjà la fermeture de la frontière pendant des longs mois, 6-7 mois. Et au moment où cette frontière était fermée, tout le monde savait que les produits de première nécessité ne passaient pas. Même les produits pharmaceutiques aussi ne passaient pas. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec cette menace de blocage du pipeline, ce n'est pas un peu trop quand même vis-à-vis du Bénin? Parce qu'il y a déjà, parmi les pays, même au niveau de la CEDEAO, on sait que c'est le Bénin quand même qui a été très rigide par rapport à notre pays pendant les sanctions de la CEDEAO. Vous ne pensez pas que le Bénin fait un peu trop? Non, je pense que la question n'est pas de dire que le Bénin fait un peu trop ou fait moins trop. La question, c'est de dire quelle est, nous, en tant que Nigériens, notre capacité diplomatique à éviter ces incidents. Et c'est là où nous avons péché. Moi, je n'ai pas senti la diplomatie nigérienne sur toutes ces questions. À la limite, les choses sont allées d'elles-mêmes. On est passé de la décision de prendre les sanctions à la décision de les lever parce que les sanctions faisaient du mal à tout le monde. Bien sûr. Vous savez, le nord du Nigeria a été aussi affamé que le Niger intégral. Le nord du Bénin est affamé. Aujourd'hui, habituellement, c'est au Sahel qu'on crie on a faim. Mais c'est au Bénin qu'on crie aujourd'hui qu'on a faim. Parce que nous, la famine, la faim, c'est notre plus vieil ami. On n'a pas de problème. On connaît, on sait gérer les déficits alimentaires, les disettes, les famines. Nous savons les gérer. Mais les Béninois ne savent pas le gérer. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Et lorsque par une crise politique de portée régionale, mais aussi de portée internationale, parce qu'il ne faut pas oublier le poids de l'ingérence. Monsieur Talon n'est pas un homme libre. Ah oui? Non. Et qui est derrière lui? Mais il y a toutes les puissances, à commencer par exemple, à commencer par tout ce que vous avez cité. Je n'aurais pas peur de citer la France. Voilà. Vous voyez? Donc il est sous pression de la France. Il est sous pression de la France. Regardez, je me suis renseigné hier, depuis le coup d'État du 26 juillet, aucun kilogramme d'uranium n'est sorti du Niger. Quand l'uranium sort du Niger, il va où?
il va en France. Il va en France. Et donc, la France qui file la dernière tendre amitié qui lui reste parmi les pays francophones, en tout cas autour des pays du Sahel, c'est à la lisière des pays du Sahel, c'est le Bénin. Et donc, si la France a la capacité d'influer sur les décisions politiques ou diplomatiques du Bénin, elle le fera. D'accord. Donc, je vous assure que je suis convaincu que Talon n'est pas libre. Il est revenu pour dire qu'il a regretté. C'est la France qui est derrière tout ça. La France est derrière. Tout ça. La France est derrière. D'accord. Merci pour ça. On va avancer. Et que dit vraiment la convention qui lie le Niger, le Bénin et les Chinois sur le transit du pétrole brut en direction du port de Cotonou? Bon, voilà, concrètement, le directeur a évoqué ça, mais on va aller plus en détail. Voilà. Avant d'aller à cette convention qui lie donc, le Niger et le Bénin dans le cadre du transit donc, de notre pétrole, il faut voir qu'il y a des conventions et accords internationaux. D'accord. Au niveau international, au niveau continental, et au niveau bilatéral, donc que les deux pays, le Niger et le Bénin, ont signé et ratifié. Il y en a beaucoup. Donc au-delà des 10 que le directeur de la législation a signalé. Donc il faut voir qu'il y a d'abord, du point de vue international, donc sans être spécialiste du droit international, donc je dois citer qu'il y a des dispositions de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, quand même, qui font obligation à un certain nombre de pays côtiers pour favoriser les pays du littoral pour faire transiter leurs matières premières. Vous avez la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, donc, qui a été adoptée par la 3e conférence des Nations Unies sur la mer, dont le Bénin a signé cette convention le 3 août 1983 et il l'a ratifiée le 16 octobre 1997. Le Niger a signé cette convention le 10 décembre 1982 et l'a ratifiée le 7 août 2013. Donc, sans aller dans les détails, donc justement, cette convention fait obligation aux pays côtiers, donc aux pays qui ont la côte maritime, l'obligation de permettre aux États donc enclavés de faire passer leurs produits, que ce soit les matières premières, toutes sortes de matières premières, agricoles, extractives, animales et autres. Donc, les deux pays ont signé cette convention des Nations Unies sur la mer. Et le non-respect donc, de cette convention-là peut amener donc, le pays lésé à poursuivre l'autre. Des dispositions sont prises et je crois que les pays peuvent aller jusqu'à la Cour internationale de la justice. Maintenant, il y a le tribunal international du droit de la mer qui est lié justement à cette convention-là. Donc, le Niger, logiquement, pouvait porter plainte justement au niveau du tribunal international de la mer donc pour justement revendiquer ses droits. Au-delà de ça, il y a des accords africains. Au niveau donc de l'Union africaine, il y a la charte africaine du transport maritime. Donc j'ai eu à faire ces recherches-là pour démontrer qu'effectivement, le Niger a été bel et bien lésé. Justement par son voisin. Et malgré le fait que ce voisin-là a signé et ratifié donc, tous ces accords-là. Donc il y a le chapitre 2. Article 4 et alinéa 3 donc, de la Charte africaine des transports maritimes qui fait obligation, qui donne le droit d'accès à la mer et liberté de transit pour chaque État partissant littéral dans le cadre du droit international. Donc là, le Niger a bel et bien le droit donc, de pouvoir passer. Maintenant, j'arrive. Donc il y a une quarantaine de conventions et d'accords régionaux, multilatéraux et bilatéraux relatifs au transport et aux aspects logistiques, notamment donc, le transport en transit. Et cela, justement, donc, le Niger et le Bénin ont ratifié ça. Et maintenant, si vous venez au niveau donc, des accords bilatéraux, l'accord bilatéral, le principal donc, dont le DL a parlé, il va certainement revenir pour là-dessus. Mais il faut préciser que les accords bilatéraux associant les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest prévoient une coopération pour tous les modes de transport et tous les aspects de transport en transit, notamment l'infrastructure, la coordination et les mesures de facilitation connexes. Et entre le Niger et le Bénin, il y a 4 accords de ce type qui ont été signés, notamment l'accord portier, l'accord de transit, l'accord sur le transport routier et l'accord sur le transport ferroviaire. Donc, le Niger, justement, est dans ses droits, justement, de pouvoir passer par le Bénin et par n'importe quel autre pays qui dispose d'un port maritime pour faire exporter ces matières premières. Donc, en un mot, la décision du président Talon est illégale. Elle est
purement illégale. C'est-à-dire que sur le plan international, sur le plan africain, sur le plan même de leur CEDEAO, sur le plan de l'UEMOA et sur le plan bilatéral, elle est proprement illégale et attaquable. D'accord, merci, monsieur le ministre. Oui, monsieur le DG, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette convention qui lie le Bénin et les Chinois et qui le président béninois veut vraiment remettre en cause? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Merci, M. Abdoulaye. Ici, c'est qu'il faut remarquer d'abord, parce que quand un investisseur veut investir dans un pays, il veut d'abord s'entourer du maximum de garanties. De garanties, tout à fait. Donc c'est pour cela que l'investisseur chinois, quand le projet a mûri, d'exporter le pétrole du Niger vers un port maritime, donc il a cherché à se munir du maximum de précautions, de garanties. D'accord. Alors, comme il s'agit des ressources du Niger, le Niger aussi a tenté de s'assurer du maximum de garanties pour pouvoir faire sortir son pétrole avec son partenaire chinois. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Entre-temps, donc, les garanties consistaient à signer un certain nombre d'accords. D'accord. Au nombre de 10 qui ont été signés dans le cadre de ces projets de pipeline d'exploitation Niger-Bénin. D'accord. Donc, 2 accords directement signés entre la République du Niger et la République du Bénin. Avec, je vous dis encore, les actuelles autorités de la République du Bénin qui ont signé les papiers. Ouais. Alors, en dehors de ces actes, il y a des conventions qui ont été signées entre le promoteur, donc WAPCO, et chacun des républiques, notamment le Niger et le Bénin. Et le Bénin, pardon. Le Niger et le Bénin, d'accord. Voilà. Mais avant, donc, pour s'entourer des garanties, le Niger a l'investisseur chinois qui est CNODC à l'origine, parce que c'est CNODC qui chapeaute tout ça. CNPC, c'est l'opérateur au nom de CNODC. Alors, c'est aussi entouré de garanties en signant des protocoles d'accord cadre avec chacun des États. D'abord avec l'État du Niger, mais aussi avec l'État du Bénin. D'accord. Ce même faisant, donc, ils ont créé la société WAPCO, qui a deux démembrements. Une société de droit nigérien qu'on a appelée WAPCO Niger et une société de droit béninois qu'on a appelée WAPCO Bénin. Okay. Alors, chacune de ces sociétés s'est arrangée à signer une convention donc, qui régit les systèmes de construction et d'exploitation du système de transport et pour l'exportation du pétrole brut. Au Niger, on l'a appelée Convention de transport, qui a été signée entre le Niger et WAPCO Niger. Au Bénin, ils l'ont appelée l'accord du gouvernement hôte qui a été signé entre la République du Bénin et WAPCO Bénin. Et entre le Niger et le Bénin, il y a eu un protocole d'accord d'abord, après un accord bilatéral qui a été signé, qui, tous ces textes-là, concourent, dans leur idée générale, je ne vais pas rentrer dans les détails, à garantir au Niger et à ses partenaires, donc les partenaires au projet d'exploitation du pétrole du Niger, à leur garantir l'accès à la mer. L'accès à la mer, quoi? En se basant effectivement sur les textes internationaux que le Conseil vient de rappeler. Ouais, donc l'accès à la mer veut dire que donc il y a un libre, ils garantissent à l'État du Niger et à son partenaire chinois la garantie que le pétrole nigérien peut transiter sans difficulté jusqu'au port maritime de Sémé, dont les investisseurs ont été construits pour l'exportation. Et dans ce sens-là, il a même pris l'engagement, dans tous ces accords-là, il a pris l'engagement de même faciliter ce transit. Mieux, il a pris l'engagement de ne pas restreindre sans accord préalable de la République du Niger ou des parties au projet. D'accord. Et une question, oui. Maintenant, tout ce que vous venez de dire, tous ces textes qui sont là, ces engagements qui sont là, ces conventions qui sont là, on peut dire que le président Talon ignore tout ça pour aujourd'hui vouloir remettre tout en cause, ou qu'est-ce qui se passe? Là, je me dis... Oui, allez-y. Il ignore l'existence de ces textes. J'estime qu'il n'ignore pas, il connaît tous l'existence de ces textes parce que c'est son gouvernement qui a signé, sous son autorité, et je pense qu'il a bel et bien connaissance de ces textes et de ce qui est écrit dans ces textes. Maintenant, s'il a fait ce qu'il a fait, j'estime qu'il a d'autres ambitions inavouées qui consistent, à mon sens, à continuer à déstabiliser, n'est-ce pas, notre pays depuis l'avènement de nouvelles opportunités qu'ils ont fait à travers un certain nombre d'actes qui ont été posés d'abord au niveau régional, à travers des institutions régionales, mais aussi à travers certains partenaires qui étaient jadis pris comme étant des partenaires du Niger, qui concourent dans ce sens-là. Vous pensez à qui d'abord?
Et comme l'a dit tout à l'heure, vous pensez à qui? La fameuse France, par exemple. Ah, la fameuse France, d'accord. Très bien. Ok. Merci, monsieur Déjà. Oui, monsieur le docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter? En fait, je veux dire qu'en réalité, la position de M. Talon, ce n'est pas qu'il ignore les textes, c'est tout ce qui est écrit dans les conventions. Puisque l'accord cadre, l'accord bilatéral... Je précise que M. Talon, avant d'être président du Bénin, il était quand même un opérateur économique. Et il sait comment souvent les affaires se passent. Voilà. L'accord bilatéral signé entre la République du Bénin et la République du Niger mettait en place un comité de pilotage entre les deux pays pour la gestion, pour la construction et l'exploitation du pipe. Donc, il y a eu des réunions entre les deux parties et les réunions ont continué jusqu'en décembre 2023. Donc, chacune des parties rendait compte de l'évolution de la construction et de l'exploitation. C'est un processus minutieusement élaboré, qui est contenu dans la convention bilatérale et qui faisait obligation aux deux États de mettre en place un comité de pilotage chargé de piloter la construction et l'exploitation de ce pipe. Donc jusqu'en décembre, il y a eu des travaux de ce comité et chacune des parties rendait compte à sa hiérarchie. Donc je ne vois pas comment le président béninois peut ignorer aujourd'hui tout ça. Le Niger est parti sans pour autant informer de manière formelle la République du Niger à partir du moment où la convention son ministre a signé avec l'État du Niger et que la mise en place de ce comité-là, régulièrement les autorités de chacun des pays avec le feedback des travaux du comité. D'accord. Maintenant, par rapport également à l'accord, les deux pays ont reconnu, ont signé et ratifié la convention sur le droit de la mer. Donc, partant de cette convention, tous les principes qui étaient dans cette convention, les deux pays dans l'accord bilatéral avaient pris soin de faire produire des effets de cette convention aux transporteurs, que ce soit le WAPCO Niger, que ce soit le WAPCO Bénin, que ce soit également d'autres, des tiers qu'on appelait des participants avaient quelque chose à dire dans le projet. Donc en réalité, le fait pour la République du Bénin de vouloir bloquer et de relier l'ouverture le transit du pétrole brut nigérien par l'ouverture de la frontière. Je crois que ce n'est pas justifié parce que ces deux projets, le projet du pipeline n'est pas lié à une quelconque sanction de la CEDEAO ou même une ouverture de frontières. Donc, comme l'a dit le DG, donc il faut chercher les vraies raisons. Justement, j'allais vous demander, vous pensez qu'il y a une main invisible derrière tout ça? Moi je pense qu'il y a vraiment, il y a des gens, la dernière fois, j'ai suivi sur RFI, il y avait un Béninois qui a fait un commentaire et disait qu'il y avait des personnalités étrangères qui avaient sillonné avant même que le premier changement ne commence, qui avaient séjourné dans les capitales béninoises et un peu partout pour donner des mots d'ordre. Donc ce sont ces personnalités qui ont suscité cette décision. Voilà, selon vous? Oui, moi je pense. D'accord. Parce qu'on ne peut pas attendre la veille. On est dans un processus jusqu'à la veille, au moment où on doit charger le bateau et que le président sort pour dire qu'officiellement on doit informer. Très bien. Moi je pense qu'il y a et ces personnalités viennent d'où? Peut-être si vous avez des informations. Elles viennent de quel pays? Non, mais tout le monde le sait, c'est les Français. Ah ok, d'accord. Très bien. Merci, monsieur le docteur. Merci. Oui, professeur, qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous avez entendu, hein? D'où est venu le problème là? J'ai entendu les experts et il se trouve aussi que j'ai lu certaines des conventions. D'accord. Et j'étais très enchanté par le contenu des conventions qui pouvait favoriser l'intégration régionale, la cohésion sociale dans l'espace transfrontalier Niger-Bénin, mais également de permettre au Niger d'élever son niveau de développement, mais par ce canal, le Bénin aussi trouvait ses comptes, enfin avait beaucoup d'avantages dans le projet. Et je me rappelle la scène d'enthousiasme que les deux présidents du Niger, au courant du mois de juin ou mai 2023, avec l'expression du président de l'époque, le pétrole nigérien et le pétrole libyen, dans une certaine désinvolture, mais qui exprimait quand même la satisfaction de chacun de ces deux pays de voir aboutir le projet. Maintenant, ce qu'il faut observer, c'est plutôt la désinvolture avec laquelle Talon a pris cette position. Et il n'y a pas de fondement
en réalité, puisque il se plaint de n'avoir pas eu de contact diplomatique du Niger sur ces questions. Mais quand vous n'avez pas de contact diplomatique, on passe par quoi? La note verbale, elle sert à quoi? Oui, bien sûr. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin s'adresse au ministre des Affaires étrangères de la République du Niger en lui exprimant ses compliments, comme ça se dit dans leur jargon. Et on pose le problème de manière diplomatique. Talon, et donc à travers Talon, le gouvernement béninois n'a pas posé ce problème de manière diplomatique. Cela veut dire que, et c'est là où je suis convaincu qu'il y a une main étrangère là-dessus, il est poussé à la bêtise. À la bêtise. C'est vraiment une bêtise. Et oui, et ça, ce n'est pas la première fois. C'est comme les sanctions de la CEDEAO. Ouais. Les dirigeants de la CEDEAO ont été poussés à la bêtise. Et la conséquence, c'est qu'ils ont perdu des plumes dans cette position. Ouais, donc, la désinvolture, elle découle de l'absence de réflexion. Et elle découle des propos de quelqu'un qui reçoit des ordres. Or, c'est paradoxal parce que toute la région est en train, et les peuples de la région, je pense, et c'est en cela que j'ai un intérêt dans ce débat, parce que j'ai lu beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que les Nigériens confondent le peuple béninois avec Talon. Ah, bien sûr. C'est mon seul intérêt d'être à cette réunion. D'accord, c'est bien dit, hein, c'est bien dit. Il ne faut pas qu'on confonde, parce que sur les réseaux sociaux, on écrit beaucoup de choses. Voilà. On dit, bon, le pipeline même, on peut le détourner comme si c'est le chemin entre Kalamota et Kweremaïroa pour en revenir à votre pays. Vous voyez? Non, c'est vrai, il faut travailler à cette information des populations. Okay. Le pipeline, en tout cas, s'il doit évacuer notre brut, c'est un bon choix. Ouais. Encore que moi, je pencherais pour le complexe pétrochimique. Dans toutes les discussions qu'on a, c'est un peu vers ça qu'on penche, parce que ça permet au Niger de booster davantage son développement. Et parce que aussi, on ne va pas perdre beaucoup de dérivés. Et beaucoup de ces dérivés-là sont aussi des ressources immenses. Vous voyez? Donc, c'est cela. Talon, beaucoup de désinvolture, absence de prendre au sérieux des questions qui sont des questions fondamentales, d'abord pour l'économie de son pays, mais aussi pour l'économie de la région. Combien de personnes travaillent sur le pipeline? Là, il faut que les directeurs, là, il faut qu'ils nous informent un peu, pour que les citoyens et béninois et nigériens comprennent l'intérêt de cette infrastructure, et que la désinvolture d'un homme ne conduise pas à la création d'une crise qui n'est profitable ni au Niger ni au Bénin. Ouais, à personne. D'accord. Merci. On va avancer. Si d'aventure le président Talon met à exécution sa menace, qu'est-ce qui va se passer concrètement concernant le transport du brut? Quelles sont les conséquences? Monsieur le ministre. Je crois qu'il sera incapable, il est incapable de pouvoir mettre à exécution cela. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est du chantage alors? C'est du chantage parce que il faut voir, certes, il a été poussé, comme donc mes trois prédécesseurs l'ont dit. D'accord. Donc, il a été poussé parce que il faut voir dans le cadre de la commercialisation de ce pétrole-là. Donc, je crois que tout le monde le sait. Le Niger avait reçu une avance de 400 millions de dollars. Oui, des Chinois. Des Chinois dans le cadre de la vente de ce pétrole-là. Oui, et l'argent qui est déjà encaissé, semble-t-il. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que le pétrole qui va être dans les navires, dans les tankers, dans les jours à venir, théoriquement, en fait, ça n'appartient pas au Niger. Ça appartient aux Chinois. Ça appartient aux Chinois. Pour dire les choses terre à terre. Terre à terre, donc ça appartient aux Chinois. D'accord. Donc, je vois mal comment les Chinois vont devoir affronter la puissance chinoise. D'accord. Comment les Béninois ou bien comment le Bénin? Comment le Bénin va affronter donc, la puissante République populaire de Chine, donc dans un bras de fer dans lequel il est d'avance perdant. D'accord. Donc ça, j'arrive. Donc ça, c'est du point de vue technique. Maintenant, sur le plan juridique, vous avez vu donc tout l'arsenal juridique qui existe, donc sur lequel donc le Bénin ne pourra pas donc reculer. Et là, le Bénin est parti perdant. Et aujourd'hui, avec ce chantage-là, donc ça va renforcer notre position ici au Niger. Parce qu'il estime que c'est avec cela qu'il va penser nous amener à ouvrir la frontière. Justement, là, il se trompe. Ouais. Il se trompe à ce sens. Justement, ça va raffermir la position donc, des Nigériens. Et on l'a poussé, comme donc mes prédécesseurs l'ont dit, parce que eux, chez eux,
ceux qui l'ont poussé, justement, ils ne vont jamais accepter ces mêmes choses. Souvenez-vous que depuis 2 ans, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a la guerre russo-ukrainienne qui est en cours. Bien sûr. Et la Russie approvisionne l'Europe à hauteur de 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. De gaz, oui. Et ce gaz naturel, il y a des gazoducs qui passent par l'Ukraine. Mais jusqu'ici, ces 2 gazoducs qui passent par l'Ukraine, qui rapportent 2 milliards de dollars par an à l'Ukraine, ils n'ont jamais été inquiétés. Ah oui, voilà. Et aujourd'hui, même les pays européens, ça fait bientôt 2 ans. 2 ans, voilà. Et les pays européens, même qui poussent à cette guerre-là, ils n'ont pas osé justement toucher, mettre en cause ces intérêts. Donc justement l'accord qui les lie, qui lie donc la Russie à l'Europe occidentale par rapport à l'approvisionnement. C'est peut-être les États-Unis qui poussent justement les pays européens de l'Europe occidentale justement à sanctionner la Russie vis-à-vis donc de la fourniture d'un certain nombre de ressources énergétiques, notamment le gaz, le pétrole et le charbon. Et là, les États-Unis qui les font, c'est pour approvisionner justement, c'est pour changer, donc pour approvisionner donc elle-même l'Europe en gaz naturel. Et le gaz naturel qui va quitter les États-Unis pour venir en Europe, il va quitter très très cher parce qu'il faut le liquéfier, le transporter, le gazifier et le distribuer. Et là, ça va coûter très cher donc à l'Europe. Et jusqu'ici, je vous dis que l'Europe n'a pas encore remis en cause les accords qui la lient avec nous. Donc c'est la même chose ici. Et je dois encore repréciser, quand Patrice Talon disait qu'il n'y a rien d'officiel dans ce qu'ils disent, je rappelle que personnellement, j'ai dirigé une délégation de techniciens nigériens en novembre-décembre 2023, fin novembre, début décembre. Nous avons fait la route et nous avons inspecté donc, toutes les stations de transit donc, de pétrole brut. Et à notre arrivée à Malanville, nous avons été escortés par les forces armées béninoises, donc de Malanville jusqu'à Cotonou. Nous avons mis 48 heures parce que nous restons donc dans les stations relais pour faire des inspections. Et nous étions encadrés justement par donc, les forces de défense béninoises. Avant cela, il y avait une équipe de douaniers nigériens qui s'est rendue donc à Cotonou justement pour mettre en place et discuter sur les formalités douanières et portières, administratives et portières pour l'exportation du pétrole du Niger. Et récemment, donc, tout dernièrement, le samedi passé, j'étais encore à Cotonou. Donc, quand je suis arrivé à Cotonou, donc, nous avons tenu des réunions et ces réunions-là, nous les avons tenues justement avec les douaniers et le personnel béninois. Et mieux, une de nos réunions a été tenue à la direction générale des douanes du Bénin. Il y était présent donc à cette réunion-là. Et à la fin de cette réunion-là, nous sommes présentement donc à pareille heure. Donc j'étais en audience avec le ministre béninois du pétrole. Parce qu'à mon arrivée à Cotonou, donc il m'avait appelé. Donc à la fin de notre réunion, nous nous sommes rencontrés et nous avons discuté du processus d'organisation d'une cérémonie officielle. Donc, de lancement du pétrole du Niger. Initialement, donc actuellement avec le processus qui est très avancé, le pétrole nigérien devrait remplir le premier tanker, ou du moins le premier tanker devrait quitter au plus tard le 18 mai. Le 18 mai prochain. Le 18 mai prochain. Mais le 18 mai est trop proche pour qu'on puisse organiser une cérémonie. Et nous avons discuté justement comment est-ce qu'on pourrait en accord avec le ministère nigérien du pétrole, le ministre nigérien du pétrole et les autorités de WAPCO, organiser donc une cérémonie officielle à laquelle prendront part les hautes autorités béninoises. On ne peut pas me dire subitement, je reviens à Niamey lundi, et on me dit que non, il n'y a rien d'officiel dans ce qu'on fait, on fait l'informel. Je ne peux pas imaginer qu'avec les 10 textes que nous avons signés avec les Béninois, avec donc tous les accords là que nous avons signés, les visites physiques effectuées par les autorités nigériennes au Bénin, et inversement par les Béninois ici, parce que le ministre du pétrole du Bénin était venu ici, au moment où, je ne sais pas si à un niveau du chantier donc des installations de Koulélé, il était ici. Donc je ne peux pas comprendre que subitement, nous on revient à Niamey le dimanche. Et il faut préciser que la semaine dans laquelle nous étions,
il y avait une mission militaire américaine qui était présente au Bénin et qui a été reçue en audience par le président. Et donc, subitement, on revient ici. On peut faire le lien avec cette mission, peut-être par rapport à la décision du président Talon. Voilà, je pose la question. Non, pourquoi pas. D'accord, ok. Je ne suis pas dans le secret de ce qui bien sûr, mais je ne doute pas. D'accord. Donc, je crois que... Donc, il n'y a pas que les Français, il y a aussi les Américains derrière. Pourquoi pas. Ça veut dire. Donc, avancer maintenant le prétexte que c'est pour des raisons que le Niger n'a pas officiellement touché le Bénin par rapport à cette question-là. Je crois que ça... je m'inscris en faux par rapport à ça. Merci, monsieur le ministre, vraiment pour ces explications. Merci beaucoup. Oui, monsieur Dede, qu'est-ce que vous allez ajouter? Si d'aventure le président Talon met à exécution sa menace, qu'est-ce qui va se passer concrètement concernant le transport du but et quelles sont les conséquences? Alors, comme on a dit, je pense qu'il n'arrivera pas jusqu'à là. Parce que il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Parce que et pourquoi vous dites ça? Il y a trop d'intérêts en jeu. Il y a trop d'intérêts. Trop d'intérêts en jeu. Okay, d'abord, il y a des intérêts des nations. Oui, voilà. Aujourd'hui, le projet est porté par 3 nations. Parce que les sociétés qui sont derrière ces sociétés-là viennent des 3 nations. Nous avons d'abord la Chine, dont c'est son capital, c'est l'investisseur, à travers sa société. Il y a le Niger, à qui les ressources appartiennent. Mais aussi, il y a le Bénin, qui attend profiter de ces ressources à travers le transit. Donc, je pense que, vu ça, de ce point de vue, je pense qu'on ne va pas en arriver là. D'accord. Parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop d'emplois. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur, il y a, si vous prenez les 1905 km de pipeline, il y a 9 stations de pompage. J'ai dit stations de pompage, qui sont des installations imposantes. De ces 9 stations de pompage-là, il y a 3 au Bénin qui emploient des travailleurs béninois. Combien, par exemple? On peut avoir en tout cas, vous avez le nombre? Je n'ai pas le nombre, mais quand même, c'est des centaines. Des centaines, d'accord. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a 59 stations de vente qui emploient aussi des travailleurs. Des centaines dont aussi. 24 sur le territoire béninois. Ah oui, voilà. Donc, pour vous dire qu'en dehors de tout cela, de l'emploi créé, il y a aussi des activités de sous-traitance. Donc, sur la portion béninoise, c'est la société béninoise qui en profite. Ah oui. Et là, on ne peut pas omettre tout ça là. D'accord. Au niveau de la station terminale, au niveau de la station portière de Séné, il y a tout des installations portières avec des équipements lourds et sophistiqués qui sont en majorité opérés, à part les Chinois, par les Béninois. Il n'y a pas de Nigériens là-bas qui travaillent. C'est des Béninois qui travaillent sur là-bas. Donc vous imaginez tout ça là. Donc, en un mot, si le président Patrice Talon met à exécution, c'est beaucoup plus le Bénin qui va souffrir de cette situation. Naturellement, parce que je vais vous dire pourquoi. Et il aura peut-être aussi les populations béninoises. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. En plus, pour finir, au-delà de tout ça, et du côté du Niger, nous on a la ressource. Au pire des cas. Au pire des cas. Au pire des cas, je vous dis. Oui. La ressource est dans le sous-sol. Alors, au pire des cas, c'est de conserver la ressource dans le sous-sol, ne pas l'amener en surface pour nous créer des problèmes. Parce qu'on a vu quand elle est en surface, ça nous crée des problèmes. Bien sûr. Même avec nos voisins. Voilà, donc il faut la garder là-bas pour pouvoir peut-être l'exploiter plus tard. Voilà. Merci, monsieur. Oui, monsieur le docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter? Les Béninois ne vont pas aller jusque-là. Si monsieur le président Talon... Les Béninois ou le président Béninois? Le président Talon ne va pas aller jusque-là. Voilà. S'il va jusque-là, il viole également l'accord du gouvernement hôte, notamment en son article 12, là où le Bénin prend l'engagement. Dans cet accord, il dit l'État béninois convient que ses obligations au titre de l'accord du gouvernement hôte, son engagement à l'égard des activités du projet subsiste nonobstant tout litige, tout différent ou toute autre action entre l'État béninois ou toute autre autorité publique d'une part, et le Niger ou de toute autre autorité publique nigérienne d'autre part. Donc cet engagement pris, je pense que le président béninois ne va pas aller jusque-là sans violer l'accord qu'il a signé avec le partenaire chinois. Donc lorsqu'il va arriver là, ça va être des conséquences également sur le plan juridique pour l'État du Bénin. D'accord. Merci. Monsieur le professeur Yalo, qu'est-ce que vous allez ajouter? On va... Mais ça me rappelle... au dernier aspect du débat, la dernière question aussi. Oui, la situation me rappelle lorsqu'il fallait discuter est-ce que la CEDEAO va attaquer le Niger ou pas. Et on était ferme ici, la CEDEAO ne peut pas attaquer le Niger. Mais c'est pareil. Talon ne peut pas persévérer dans cette voie
parce qu'il met en danger l'économie de son pays, il met en danger la vie de ceux qui travaillent, parce que tout ce monde-là, si au bout de 2 semaines, il ne laisse pas le pétrole partir, les Chinois, le Niger sont fondés de dire nous arrêtons le processus d'évacuation du pétrole par le Bénin. Oui. Et donc là, le Bénin va perdre. Là, je suis convaincu qu'il va reculer, mais il versera toujours dans son jeu favori. Il va dire que bon, ça l'a dépassé, il faut que les Béninois le conseillent. Lui donne des conseils. Donc, c'est vers ça on va évoluer. Mais en fait, il faut quand même insister sur en dépit de ces textes, il y a une tendance aujourd'hui, c'est que les dirigeants du monde entier n'hésitent pas à violer les conventions ou à prendre des positions qui compromettent la mise en œuvre de ces conventions. Ça, c'est de manière générale. Sinon, nous avons parlé de ceux qui poussent le Bénin. Vous savez, la crise énergétique en Europe est une crise extrêmement grave. Et donc, l'Europe voit, et pas seulement la France, l'Europe voit de mauvais œil que le pays considéré comme le plus pauvre du monde soit dans une position, à travers l'exploitation souveraine de ses ressources naturelles, soit dans une position de renverser l'ordre. Ah oui, voilà. Et c'est ce donc il faut pousser la réflexion, n'est pas, et c'est pourquoi vraiment j'aimerais que tous nos médias aillent vers ces analyses-là, au lieu de passer notre temps à vouloir nous en prendre aux Béninois, qui n'y sont pour rien, qui sont même des victimes. Donc il y a cette dimension, ce contexte international délétère qui est marqué par une crise profonde qui frappe les grandes puissances, qui n'ont plus de repères, qui sentent que le pire contre eux est en train d'arriver. Oui. Et ça, on l'a vu peut-être depuis la création de l'AES. Mais non, pas la création de l'AES, il faut remonter plus loin. Le meilleur repère, c'est le contexte qui a vu justement naître la création de la raffinerie du Niger. Le contexte de 2008 qui était un contexte de crise financière grave. C'est juste. La plupart des pays européens n'avaient pas de liquidité. Seule la Chine avait de la liquidité en 2008. La Chine, la Russie, en dépit du fait qu'on a bloqué on a gelé beaucoup de ressources russes en Europe et aux États-Unis. Donc, il y a cette dimension internationale. Il faut placer certains comportements comme celui de Talon, il faut le lier à ce contexte international. Crise grave, énergétique grave, crise financière à venir, mais surtout crise de crédibilité. Les dirigeants européens ne sont plus crédibles parce qu'ils sont en rupture avec les valeurs qui ont fondé la démocratie occidentale. D'accord. Merci, professeur. Et on va avancer, parce qu'on a fait quand même pratiquement le tour sur la question du pipeline. On va peut-être avancer pour finir, oui. On va continuer avec le professeur. Pour finir vraiment... Oui, voilà. Poursuivre donc dans la logique du professeur, allez-y. Justement parce qu'effectivement, ce qu'il faut reconnaître, dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, que moi j'appelle plutôt russo-occidentale, donc il y a un nouvel ordre économique mondial, financier et énergétique qui est en train de se dessiner. Et je crois que les différents pôles vont être totalement bouleversés. L'Amérique, les États-Unis qui étaient à un moment donc la puissance militaire mondiale, donc ce rôle-là, il est en train de lui être substitué par la Russie. Donc les États-Unis toujours qui étaient à un moment donc la puissance économique du monde, je crois que ce rôle-là, il est en train de lui être substitué par la Chine. Et aujourd'hui, quand vous regardez le potentiel énergétique africain, le pétrole, quand vous le prenez d'une manière générale, l'exploitation pétrolière en elle-même a commencé dans le monde au début du 19e siècle. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances, jadis grosses productrices de pétrole, je crois qu'elles sont dans la phase de déplétion des hydrocarbures. Quand on parle de déplétion, ça veut dire que les ressources sont en train de s'amenuiser. Et c'est le cas des États-Unis, où aujourd'hui les ressources conventionnelles du pétrole sont pratiquement épuisées, au point où aujourd'hui ils exploitent les hydrocarbures de schiste. Vous allez donc dans les pays arabes, donc, notamment donc, les pays de l'OPEP, ils sont dans ce qu'on appelle la guerre des quotas. La guerre des quotas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays européens, les pays membres de l'OPEP sont en train de tricher pour prouver leur potentiel. C'est-à-dire que le potentiel en hydrocarbures de pratiquement tous les pays membres de l'OPEP,
ils sont faussés, ils sont faux. Aujourd'hui, si vous doit faire un audit certifié des réserves pétrolières des pays comme l'Arabie Saoudite, il va y avoir un cataclysme mondial dans le secteur du pétrole. Parce que l'Arabie Saoudite et les autres pays n'ont pas le potentiel qu'ils donnent officiellement. Et quand vous prenez les autres pays également, c'est la même chose. Mais cependant, en Afrique, en 1960, vous n'avez que 4 pays seulement qui sont dans la phase d'exploration et de recherche pétrolière. Aujourd'hui, pratiquement tous les pays africains sont dans cette phase de recherche et d'exploration. Il reste plus, je crois que le Burkina Faso et peut-être les Cap-Verts qui ont des socles qui ne sont pas donc, dans une politique de recherche pétrolière. Alors, quand vous prenez l'Afrique en elle-même, donc l'Afrique de l'Ouest avec le golfe de Guinée se trouve avoir le plus grand potentiel énergétique africain. D'abord en hydrocarbures, et en hydrocarbures, particulièrement ici dans les pays de l'Interland, la zone que nous appelons la zone des 3 frontières, nous les pétroliers nous appelons le Koweït du Sahel, en raison d'énormes potentiels pétroliers que contient cette zone, donc les 3 frontières. Indépendamment donc, des ressources pétrolières et gazières qui sont donc dans nos pays, donc nous avons les métaux stratégiques, les métaux critiques, qui sont donc destinés à la fabrication des équipements des énergies renouvelables. Aujourd'hui, vous avez aussi le Mali, qui a le plus grand gisement mondial d'hydrogène, 700 milliards de mètres cubes. Et j'ose espérer que le Niger peut aussi avoir donc ce potentiel. Et le Niger en lui-même, il est constitué presque à 85% du bassin sédimentaire. Donc, qui dit bassin sédimentaire dit un réceptacle des hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures, vous avez les hydrocarbures solides, le pétrole, le charbon, le lignite, l'anthracite et autres. Vous avez les hydrocarbures gazeux, donc le gaz naturel. Vous avez les hydrocarbures liquides, donc le pétrole. Donc, pratiquement toutes les parties du Niger. Donc, c'est constitué de bassins sédimentaires et potentiellement, le Niger est gros producteur de pétrole. En ce sens que, géologiquement, nous sommes coincés donc, entre des gros producteurs de pétrole et même donc, nos structures. Mais vous avez l'Algérie, la Libye, qui produisent jusqu'à 1 700 000 barils par jour. Le Nigeria qui est arrivé jusqu'à produire 2 300 000 barils par jour. Et le Niger est coincé géographiquement entre ces pays-là. Et je crois que le Niger, il faut que les Nigériens restent d'être très modestes par rapport donc, à leur potentiel. Le Niger est potentiellement millionnaire en termes donc, de production et en termes de réserves pétrolières. Et je crois que le Niger peut se comparer donc, avec les pays susmentionnés qui entourent donc, le Niger. Dans un proche avenir. Dans un proche avenir. Et je crois que si vous voyez donc, la guerre qui ont échoué, notamment donc, la guerre dans la zone des 3 frontières, où on a chassé donc, comme des pestiférés donc, les Français. On a chassé, on est en train de chasser les Américains. Donc, l'installation donc, de ces bases militaires n'est pas fortuite. Donc nous avons un potentiel en ressources énergétiques abondant. Et voilà pourquoi donc, ces pays donc, ne veulent pas quitter. Et ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas nous lâcher. Aujourd'hui, notre pétrole va sortir. Il faut le bloquer. Et il faut s'attendre aussi à d'autres coûts. Il faut s'attendre. Donc, je crois que les Nigériens doivent s'y attendre. Donc, les Nigériens doivent être résilients. Les Nigériens doivent savoir que leur pays se préparer en conséquence. Et aujourd'hui, moi, ce que je souhaite bien, qu'au-delà donc, de l'exportation donc, de matières premières, je crois que toutes ces matières premières dont nous disposons doivent être raffinées et produites ici. Maintenant, tout autre pays qui a besoin donc, de nos ressources n'a qu'à venir acheter les ressources finies. L'uranium, donc, c'est jusqu'à l'uranate. Donc, je crois que depuis juillet, nous ne sommes pas venus. Je crois que nous sommes dans les prédispositions. Il ne faut pas se sous-estimer. Nous sommes dans les prédispositions de construire une centrale nucléaire ici pour approvisionner donc, tous les pays de la sous-région. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser 300 000 barils de pétrole par jour pour les raffiner sur place. Raffinés sur place, il y a des milliers de produits, non seulement des produits pétroliers énergétiques, mais aussi les dérivés qui peuvent être des matières premières de la synthèse pétrochimique. Je crois qu'il ne faut pas que les Nigériens se sous-estiment. On peut aller à l'avant. Je crois qu'il y a matière à pouvoir être une puissance et je crois que ça, c'est ça qui fait mal donc, à l'Occident. Et l'Occident ne va pas nous laisser tranquilles et nous devons donc calculer, donc, nous devons donc tenir compte de ça. Nous armer de courage donc, pour faire face justement à tout cela. D'accord. Merci vraiment, monsieur le ministre, pour ces explications. Bon, je disais tout à l'heure, puisqu'on va aller au dernier volet, en une question pour finir le débat. Quelle relation avec le Bénin, professeur, dans le contexte sécuritaire actuel, cadre de la vie des spécialistes
insiste, hein, la menace est réelle avec l'installation des forces hostiles, hein, au Niger tout au long de cette frontière. Ce qui fait qu'il y a ce problème de non-réouverture de la frontière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je pense que le Bénin, pour faciliter ses relations économiques avec le Niger, doit prendre conscience que la présence de ses ennemis constitue un facteur de blocage. Voilà. C'est vrai, le pétrole devrait passer parce que c'est l'intérêt des deux pays. Bien sûr. Et le pétrole fait mal parce que pour la première fois, le Niger vend en devises. Les directeurs vont confirmer. Voilà. Il vend en devises. Les Chinois ont payé en dollars, non? Il vend en devises. Ouais. Et la vieille amie, elle n'a rien. Elle n'a pas les 50% qu'elle garde dans son trésor. Voilà, et les 50 autres pourcents, elle nous donne un peu et le reste, c'est des crédits. Tout à fait. Donc, il y a des avantages immenses qui sont perdus. Donc, cette vieille amie-là qui essaime la région du parc, sa présence pose un problème. Ouais. Mais je suis convaincu que Talon, il est partant. Ah oui. Il est partant. Et le tendon d'Achille du futur candidat que Talon aura à soutenir serait justement ces comportements, ces maladresses que Talon est en train de multiplier. Quand nous avons fait les sondages lorsque le Bénin s'est engagé dans l'attaque du Niger contre le Niger, à peu près plus de 70% des Béninois étaient contre. Parce qu'ils ne voyaient aucun intérêt d'attaquer le Niger. Le Niger n'est pas agressif vis-à-vis du Bénin. Maintenant, l'agressivité du Bénin de Talon vis-à-vis des pays du Sahel, je dis c'est une agressivité qui est... il est poussé. Téléguidé. Téléguidé. Ouais. Il est poussé dans cette bêtise. Maintenant, les réponses... Elles sont, moi je crois toujours à la diplomatie. J'ai beaucoup travaillé sur la crise de 1963, également sur la crise de 1993 et la crise de 2001, qui finalement a été réglée par la sagesse des deux pays. Ouais. Le président Tanja et le président Kérékou ont décidé que le litige, ce n'est même pas un conflit, le litige autour de l'île de l'été soit porté devant la Cour internationale de justice. Ouais. La Cour a tranché et paradoxalement, il y a seulement une semaine ou 2 semaines que le Parlement béninois a ratifié la décision de justice de la Cour. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ouais. Le Parlement vient de ratifier cette décision. Cela veut dire que l'administration... Si mes souvenirs sont bons, qui est intervenu... 2005, en juillet 2005, où le Premier ministre de l'époque a dit devant une salle, la salle comble du palais de congrès, l'île de l'été est nigérienne. Ouais. Donc, le Bénin, sur les 25 îles qui sont essaimées sur le fleuve, 16 sont revenus au Niger, 9 au Bénin. Et à l'époque, la position de nous, universitaires, et c'est là où je voudrais vraiment que je sois bien écouté, nous, universitaires, nous avions dit non, il n'est pas normal que le Bénin, le Niger et les pays du Conseil de l'Entente, qui ont des universités publiques, que les autorités de ces pays ne soient pas éclairées pour qu'ils évitent des conflits inutiles. Et nous avons organisé à Niamey, en juin 2001, le colloque international sur les conflits frontaliers en Afrique de l'Ouest. Et il y a eu des analyses qui ont montré que la question de la frontière entre deux pays, si c'est le fleuve, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci, c'est le canal navigable, c'est-à-dire la partie des deux bras la plus profonde. Et c'est ce qui s'est passé à la Cour pénale internationale. Maintenant, nous avons apporté des données sociologiques. Et dans cette situation aussi, des données sociologiques sont là pour convaincre les deux parties de travailler à privilégier la démarche diplomatique. À l'époque, c'était quoi la donnée sociologique? Quand vous prenez l'été, l'île de l'été, c'est entre les deux bras. Il y a un bras qui sèche, c'est le bras qui est entre l'été et Yuna, ou Una, selon les prononciations. L'autre bras qui est entre le Niger et le Bénin, donc où il y a le village de Gorgare et il y a le village de Karim, le village de canton de Karimama, c'est le bras le plus profond. Et les populations avaient une représentation de la frontière.
En germain, le bras entre Leyte et Yuna, ils appellent Isakaina. Donc, quand le fleuve est petit, il ne peut pas être la frontière entre deux pays. Et de l'autre côté, à Leyte, on l'appelle Mayel Yuna, c'est-à-dire le petit fleuve de Yuna. Donc, vous voyez, il y a des réalités sur le terrain qui peuvent convaincre que les deux pays ne peuvent pas aller loin. Dans l'agressivité. Le Nord Bénin, c'est un prolongement du Niger. Il n'y a rien à faire, c'est un prolongement. Vous prenez Malanville, Parakou, Kandi, Ndali, c'est le Niger. Mais c'est aussi le Bénin parce qu'il y a cette diversité. Donc, il y a ces données sociologiques, ces données d'ordre historique, géographique, qui ne nous permettent pas d'aller dans le conflit. C'est une dimension importante de cette situation. L'autre chose, ça montre aussi que nous devons... parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'internautes disent non, mais il faut dévier ça vers le Burkina, mais et si demain nous sommes en conflit avec le Burkina? C'est pas parce que maintenant on crie AES qu'un conflit n'est pas possible avec les pays de l'AES. Donc le Niger doit développer une stratégie, doit réfléchir à la manière la meilleure de profiter de ses ressources. D'accord. Et ce qui revient non seulement à la souveraineté nationale, mais ça revient aussi à la question du développement. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que ces richesses-là profitent au peuple? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est comme l'a dit le conseiller, et moi, c'est ma conviction profonde, c'est qu'il faut aller vers la transformation de nos matières premières. Qu'on ne soit pas obligé de transporter du brut. Là, on dit c'est combien? C'est 90 000 barils le jour. Je souhaite que ça s'arrête à 90 000 barils le jour et que dans les années à venir, le Niger développe son complexe pétrochimique qui permet de transformer la matière pétrolière et d'avoir tous les dérivés. Nous sommes un vaste pays, on a besoin de goudron. Aujourd'hui, on importe le goudron. On a besoin d'autres. Le gaz naturel. Nous avons des problèmes énergétiques. Le gaz est une source d'énergie. Donc, cette situation appelle à poser des problématiques nationales en termes de stratégie de développement. D'accord. Merci vraiment pour ça. Oui, monsieur, un mot peut-être sur l'installation de ces forces hostiles au Niger tout au long de cette frontière, parce qu'on en parle. Oui. Un mot. Dans tous les cas, comme il a parlé de souveraineté nationale. D'accord. Et je crois que la souveraineté nationale, il faut l'avoir sous plusieurs aspects. Certes, il y a la souveraineté physique, donc militaire, donc en termes de défense. Il y a la souveraineté alimentaire. Mais je crois qu'il y a une souveraineté que les Nigériens, à partir de maintenant, doivent mettre dans leur subconscient. C'est la souveraineté énergétique. Parce que vous avez souvenance qu'après les événements du 26 juillet, le Nigeria a unilatéralement coupé l'électricité du Niger. Et ça, nous l'avons regretté et les conséquences sont là jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le Bénin décide de nous empêcher de l'exploitation de notre ressource énergétique qui est donc le pétrole. Mais il ne faut pas oublier aussi que depuis plus de 60 ans, donc nous exploitons notre uranium, nous le transformons en uranate, et cet uranate-là, il est envoyé quelque part en France, où presque 60% de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire. Et ce nucléaire-là vient de l'uranium du Niger. Donc je crois que ces trois questions-là, donc la question du Nigeria qui nous a coupé l'électricité, la question du Bénin et la question du nucléaire doivent donc nous interpeller pour que le Niger puisse asseoir une souveraineté donc énergétique. Et cette souveraineté énergétique, comme je l'ai dit et je le répète, il faudrait bien que nos matières premières énergétiques soient traitées sur place et que celui qui est intéressé n'a qu'à venir chez nous pour acheter donc ces matières premières, ces produits finis. Et le pétrole ne doit pas servir uniquement de base pour des recettes budgétaires. Il faudrait bien que les recettes pétrolières servent à diversifier notre économie pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le syndrome hollandais. D'accord, merci. Oui, monsieur DG, un mot sur cette menace tout au long de cette frontière qui explique la non-réouverture vraiment de la frontière. Je pense, pour commencer, je pense que
l'attitude qu'on a observée ces derniers jours du président béninois donne encore plus raison à nos autorités, donc les autorités du CNSP et au gouvernement, de maintenir cette frontière-là fermée jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et j'espère encore pour longtemps. D'accord. Parce que vous comprendrez que à travers ces attitudes, on comprend qu'il y a des idées, il y a des intentions inavouées que nous ne pouvons pas comprendre. Nos autorités ne peuvent pas comprendre, et les peuples qui vivent de part et d'autre, qui sont des victimes, je vous rappelle, parce qu'il n'y a pas de problème entre les peuples béninois et le peuple nigérien. Ils sont fraternels, et même entre les administrations. Parce que, comme l'a rappelé, on était en mission, on a rencontré les administrations béninoises, et on avait bien collaboré, on avait bien échangé de la courtoisie, de le respect, de la considération. Et je pense que cette valeur-là, ça va au-delà donc de ces administrations, ça va au-delà du peuple. Maintenant, ce qui se passe, c'est des autorités béninoises qui sont hostiles à nos autorités et qu'on ne peut pas comprendre. Parce que nous, en tant que citoyens, on pense que nos autorités nous représentent. Donc, on va faire en sorte que ça soit ainsi et que les attitudes belliqueuses de certaines autorités extérieures qui tendent à menacer et nos autorités et nos ressources, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le fait d'empêcher la sortie de nos ressources pétrolières vers l'international, donc c'est aussi une menace de notre souveraineté, c'est aussi une menace de notre indépendance énergétique. Pour ce faire, donc, je pense qu'il y a déjà des réflexions qui sont en cours au niveau du ministère en charge du pétrole pour voir dans quelle mesure donc, on peut valoriser sur place ces ressources-là. Donc actuellement, donc, il y a des réflexions, pour mettre en place un projet d'une nouvelle raffinerie. Dans la région de Dosso. Et en plus encore, mettre en place, en plus de cette nouvelle raffinerie, un complexe pétrochimique pour la fabrication d'éléments à base de résidus du pétrole qui peuvent aussi être utilisés dans la vie de tous les jours pour booster non seulement les industries, mais aussi booster l'économie et créer encore plus de valeur et plus d'emplois au niveau national. Le complexe, vous avez entendu, professeur, donc vous avez la réponse à votre question. Voilà. Et pour finir avec vous, Adam. Monsieur Abdoulaye, de la même manière, Talon est sorti à la télé juste après les sanctions. Pour dire que en fait, les sanctions n'ont pas effectivement donné le résultat escompté. Il l'a dit. De cette même manière, il va encore revenir à la télé ou son public. Il va le dire pour dire que vraiment la décision prise la dernière fois, il a été mal conseillé et il va demander aux Béninois, comme il l'a fait la dernière fois, de le conseiller. D'accord. Voilà par rapport au comportement de M. Patrick Talon. D'accord. Merci vraiment à mode 1 pour votre contribution à ce débat et tout ce que vous avez développé, parce que vous avez parlé énormément de ces conventions. Donc j'espère que dans l'esprit de beaucoup de Nigériens, c'est très clair, ces conventions existent et voilà les tenants aboutissants de ces conventions. Vraiment merci. Merci aussi à vous, monsieur le directeur général des hydrocarbures. Merci vraiment pour votre contribution et toutes les idées que vous avez développées ici sur ce plateau, en espérant que votre projet de la raffinerie et du complexe pétrolier aura bel et bien mérité, parce que beaucoup de Nigériens demandent ça pour éviter ce genre de situation. Monsieur le ministre, monsieur le conseiller, vraiment merci. Merci pour votre contribution et toutes les explications que vous avez données pour la compréhension du grand public par rapport à cette question vraiment de pipeline et puis du pétrole de manière générale. On voit que vous êtes vraiment un spécialiste en la matière. Vraiment merci. Merci à vous. Professeur Diallo, merci aussi à vous vraiment pour votre contribution très importante à ce débat et ce que vous avez soutenu dans le cadre de la médiation, parce qu'on voit bien que votre structure s'occupe bien de la paix, voilà, pas de guerre, voilà. Ce n'est pas l'existence de un président tout à fait, de son départ, et qui va partir très bientôt. Voilà, vraiment merci. J'espère que aussi beaucoup de gens vont comprendre votre message dans le sens d'apaiser la situation et que le peuple béninois et nigérien restent ensemble de tout temps, et comme toujours. Vraiment merci à vous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et tout au long de la semaine prochaine, le grand débat va s'intéresser à ce nouveau bras de fer entre le Niger et le Bénin sur le transport du pétrole brut en direction du port de Cotonou. Excellente soirée à tous. Au revoir.